Bonjour, alors aujourd'hui un premier cours sur la réaction inflammatoire, un exemple de réponse innée. Donc en terminale, on va travailler sur deux aspects de notre système immunitaire. Dans une première partie, l'immunité innée et dans un second chapitre, nous verrons l'immunité adaptative. Donc l'immunité innée, ça fait référence à une immunité naturelle qu'on possède dès notre naissance. Pour vous donner une petite idée, dans le monde vivant, il existe de nombreuses espèces qui ne possèdent que l'immunité innée, donc 95% des espèces animales n'ont que celle-ci, et nous, qui faisons partie du groupe des vertébrés, nous possédons en plus de l'immunité innée, une immunité adaptative qu'on appelait avant l'immunité acquise. Donc la réaction inflammatoire, elle appartient à l'immunité innée, naturelle, qu'on a dès la naissance, et c'est celle qui intervient en premier lorsque notre organisme est confronté à une infection par des agents pathogènes, par exemple. Alors justement, notre organisme présente des barrières naturelles qui empêchent la pénétration des pathogènes. Il s'agit en premier lieu de la peau et des muqueuses. Donc si ça vous intéresse, et il y a une petite vidéo assez rapide sur la peau et ses fonctions. Pour les muqueuses, vous connaissez peut-être un peu moins, c'est le tissu qui tapisse les cavités de notre organisme qui sont en contact avec le milieu extérieur. Par exemple, la muqueuse buccale qui tapisse l'intérieur de nos joues. Donc ça, ce sont des barrières naturelles qui empêchent normalement la pénétration des micro-organismes, mais il se peut qu'elles soient franchies. Et dans ce cas, notre organisme va réagir en mettant en place la réaction inflammatoire. Alors l'objectif de ce chapitre, c'est de savoir à la fin quels sont les symptômes de la réaction inflammatoire, quelles sont les différentes étapes de mise en place de cette réaction et comment cette réaction innée prépare l'intervention de la réponse adaptative. Alors sur le Padlet, j'ai mis les principaux organes du système immunitaire et la composition du sang. Je ne vais pas détailler dans la vidéo, mais sachez que je peux faire référence dans le cours à des notions qui sont dans ces documents. Alors dans une première partie, on va voir aujourd'hui quels sont les symptômes de la réaction inflammatoire que tout le monde parmi vous a déjà eu au cours de sa vie. Donc lorsqu'on a une coupure par exemple, eh bien, dans notre organisme, la peau, qui est la barrière naturelle, va être franchie par des micro-organismes. Il y en a plein dans l'air, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, et ils vont pénétrer donc dans le corps. Ça va donner suite à 4 types de symptômes qui ont été décrits par les médecins depuis l'Égypte ancienne, qui sont rougeur, douleur, chaleur et gonflement. Donc, ce sont 4 symptômes à retenir. 3 qui se terminent par heure, rougeur, douleur, chaleur, et gonflement qu'on appelle aussi l'œdème. Donc en cas de réaction inflammatoire, on a une augmentation de la température de quelques degrés au niveau de la plaie. Ça peut être aussi une augmentation globale de la température du corps qui va chuter ensuite avec le temps. Alors quelles sont les cellules de notre système immunitaire qui interviennent dans cette réaction inflammatoire? Alors ce sont essentiellement des cellules circulant dans le sang, mais aussi des cellules qui sont localisées dans l'ensemble des tissus de notre organisme. Pour les cellules circulantes, on voit ici une comparaison entre un individu sain et un individu en train de faire une réaction inflammatoire. Alors chronique, ça veut dire qu'elle est longue, elle dure dans le temps. Et on a réalisé une numération des éléments sanguins de ces deux personnes. Pour les hématies, les globules rouges, c'est la même chose. Vous devez savoir normalement que les hématies sont impliquées dans le transport du dioxygène et n'ont rien à voir avec l'immunité. Donc ces cellules ne sont pas impliquées. Les thrombocytes, c'est aussi ce qu'on appelle les plaquettes. Donc ça, c'est impliqué dans la coagulation du sang et on voit que le nombre est constant, qu'on soit ou non en train de faire une réaction inflammatoire. En revanche, ce qui change, c'est le nombre des leucocytes. Alors, il existe 3 catégories de leucocytes, granulocytes, lymphocytes et monocytes. Et on voit ici que la personne en train de faire une réaction inflammatoire possède davantage de leucocytes qu'une personne saine, c'est-à-dire que ce sont ces cellules ici qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire. Alors on voit quand même que ça concerne les granulocytes et les monocytes, mais pour les lymphocytes, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation chez la personne atteinte. Effectivement, les lymphocytes, ce sont bien des globules blancs, ce sont bien des cellules immunitaires, mais elles n'interviennent pas dans la réponse de type inné, comme la réaction inflammatoire. Alors, qu'est-ce que ça donne ces cellules vues au microscope? Donc, on a les granulocytes ici, dont il existe 3
sous-catégories qu'on ne détaillera pas en terminale. Granulocytes, on peut appeler aussi polynucléaires. Alors pourquoi granulocytes? À cause des granulations intracytoplasmiques communes à tous ces types cellulaires. Et pourquoi polynucléaires? Parce que quand on les observe au microscope, on a l'impression que le noyau est plurilobé. Alors c'est pas, enfin, il y a plusieurs noyaux, en fait il n'y en a qu'un, mais qu'il y a plusieurs lobes, donc on a l'impression parfois qu'il y en a plusieurs. Alors en terminale, on se contentera de la famille des granulocytes, qui sont des cellules circulantes essentiellement. Les lymphocytes, cellules rondes avec un gros noyau arrondi, qui ne sont pas impliquées dans l'immunité innée, mais dans l'immunité adaptative. Et enfin, les monocytes circulants, arrondis avec un gros noyau, un petit peu en forme de flageolet. Voilà pour les cellules impliquées donc dans l'immunité innée, les granulocytes et les monocytes. Alors il existe d'autres cellules qui sont présentes dans nos tissus, comme les macrophages, les cellules dendritiques, qui sont des espèces de cellules sentinelles qui surveillent partout dans notre corps l'entrée éventuelle d'organismes pathogènes. Donc nous allons voir comment se déroule maintenant la réaction inflammatoire. Donc vous voyez ici un vaisseau sanguin avec les globules rouges, un mastocyte qui est une cellule aussi sentinelle, une cellule immunitaire qui surveille et qui est présente dans les tissus, qui contient des petites vésicules avec dedans une molécule qui est l'histamine. Alors les gens allergiques, vous devez peut-être connaître cette molécule, elle est impliquée dans les réactions allergiques. Et parfois ces gens qui sont allergiques prennent des antihistaminiques pour limiter les effets de l'histamine. On rencontre aussi des macrophages ou des granulocytes ou des cellules dendritiques qui sont présentes un petit peu partout. Donc le sang circule, là c'est un état d'équilibre, il n'y a pas d'infection. Coupure, rupture de la barrière naturelle de la peau, pénétration de micro-organismes. Reconnaissance de ces pathogènes par nos cellules. Donc cette reconnaissance passe par des récepteurs membranaires présents sur les cellules sentinelles, donc des phagocytes, des mastocytes, des macrophages, des cellules sentinelles dendritiques, qui possèdent des récepteurs PRR, qui sont des récepteurs qui reconnaissent des signaux PAMP, qui sont des motifs communs qu'on retrouve sur beaucoup de micro-organismes, bactéries, champignons, etc. Donc c'est pas très spécifique cette reconnaissance. Elle reconnaît la cellule qui a un agent pathogène, un microbe étranger, mais elle ne reconnaît pas forcément exactement de quel type il s'agit. C'est une reconnaissance peu spécifique. D'ailleurs, la réponse immunitaire innée n'est pas très très spécifique. Donc une fois que il y a reconnaissance entre PRR et PAMP, on va avoir une activation des cellules sentinelles des tissus qui vont libérer des médiateurs chimiques, des messagers chimiques. Ces messagers, il en existe plusieurs types, notamment l'histamine, qui va avoir pour effet de vasodilater les vaisseaux sanguins. Donc on voit ici le vaisseau qui a augmenté de diamètre, ça c'est la vasodilatation, et on voit aussi que le plasma peut quitter le sang, donc il y a une perméabilité accrue des vaisseaux, ce qui va provoquer d'ailleurs le gonflement sur le lieu de la lésion. On observe aussi ici des cellules immunitaires, des globules blancs, donc des granulocytes, des monocytes, qui sortent par diapédèse des vaisseaux sanguins pour aller aider les cellules immunitaires sur les lieux de l'infection. Regardez bien aussi sur la gauche, ici, les médiateurs chimiques libérés par les cellules immunitaires stimulent les terminaisons nerveuses des récepteurs à la douleur et c'est ce qui va provoquer la perception douloureuse. Notamment, les prostaglandines sont des médiateurs chimiques libérés par ces cellules qui vont activer les récepteurs de la douleur. D'où le dernier symptôme. Ensuite, donc, toutes ces cellules immunitaires continuent à produire des médiateurs chimiques qui vont recruter davantage de cellules immunitaires sur les lieux de l'infection et le tout se termine par la phagocytose, donc l'ingestion et la dégradation des agents pathogènes. Alors, la dernière étape de la phagocytose est une réaction qu'il faut savoir un petit peu détailler. Donc, la phagocytose consiste pour les cellules capables de phagocyter, donc c'est par exemple les macrophages, mais aussi les cellules dendritiques, certains granulocytes. Donc, cette phagocytose permet d'englober les cellules étrangères, souvent agglomérées d'ailleurs, donc des bactéries la plupart du temps,
mais aussi des organismes qui peuvent être plus gros. Donc sur cette vidéo, vous voyez un macrophage ici qui émet des prolongements cytoplasmiques pour digérer, pour essayer d'avaler un petit animal unicellulaire qui se trouve sur le côté gauche de l'image. Donc ça commence par une adhérence entre le pathogène et la membrane du macrophage. Alors évidemment, là, c'est un organisme pathogène cilié. Alors il se débat en quelque sorte pour sortir, mais il va se retrouver coincé dans les pseudopodes du macrophage, qui vont progressivement se refermer. Et ici, le protozoaire, donc c'est un petit animal unicellulaire, va se retrouver dans une vésicule qu'on appelle un phagosome, dans le cytoplasme du macrophage. Dans ce phagosome, des enzymes digestives produites par le macrophage vont se déverser et au final, l'organisme sera détruit et les débris seront évacués à l'extérieur du macrophage. Donc ça peut se produire sur des bactéries qui seraient beaucoup plus petites que ce que vous avez sur l'image que je viens de vous montrer.